Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des dossiers de l'info, un numéro consacré à la santé en Guyane, plus précisément au désert médical. Comment pallier au manque de médecins en Guyane? Comment rendre notre territoire attractif, car il n'attirerait pas des masses, paraît-il? Comment changer la donne, tout simplement, hein? Quelles actions, quels dispositifs sont mis en place ou le seront? Pour en parler, deux invités avec nous. Clara Debord, directrice de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Catherine Léo également est avec nous, 5e vice-présidente de la CTG, cadre supérieur de santé au CHOG. Mesdames, bonsoir et merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, Laurent Marot. Bonsoir Laurent. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. La pénurie de médecins en Guyane, des chiffres, des constats, des pistes de solutions. Voici notre dossier de 6 minutes, réalisé avec Franck Fernandez et la rédaction de Guyane la Première. On se retrouve tout de suite après pour en parler avec nos invités. Une salle d'attente bondée comme tous les jours chez le docteur de Sinnamary, seul médecin dans cette commune de 3000 habitants. On compte en Guyane 44 généralistes libéraux pour 100 000 habitants, 2 fois moins que dans l'Hexagone. Et c'est encore plus tendu pour les spécialistes en libéral, près de 4 fois moins qu'au niveau national. Le docteur Serge Co officie à Sinnamary depuis 28 ans, de longues journées de 7h30 à 21h. Il part bientôt à la retraite sans certitude quant à son remplacement. En Guyane, de nombreux médecins sont en fin de carrière. Moyenne d'âge, 55 ans chez les généralistes et près de 60 chez les spécialistes. Même pénurie de médecins à l'hôpital de Cayenne. Après Paris, le Canada et le CHU de Martinique, le docteur Sabat arrive en Guyane en 2015. 2 ans plus tard, elle monte le service endocrinologie. Seule spécialiste, elle fédère une équipe pour prendre en charge des patients diabétiques pour la plupart. Cette pathologie touche 8% de la population guyanaise, 2 fois plus que dans l'Hexagone. Le service innove dans le suivi des patients. On a mis en place une filière d'éducation thérapeutique en ville, destinée aux patients de ville, donc ils n'ont pas besoin de passer par l'hôpital, pour voir de manière gratuite pendant plusieurs mois un éducateur sportif, un infirmier d'éducation thérapeutique et une diététicienne, et ça près de chez eux. La filière est mobile, donc elle bouge dans différents endroits de Cayenne et environ pour voir les patients. Le service a reçu le prix de l'innovation de la Société francophone du diabète. Mais le docteur se dit aujourd'hui épuisé. Elle est la seule endocrinologue en milieu hospitalier, en Guyane. Quand on est seul spécialiste, on ne peut pas partir facilement en vacances, on ne peut pas partir facilement en formation. Et puis au bout d'un temps, là ça fait un peu plus de 4 ans, on est épuisé. Je pense que ce qui est important, plus que de parler d'attractivité, puisque la preuve en est, c'est que je suis venue sur le territoire, c'est que le territoire il peut être très attractif. C'est surtout la réflexion qu'on doit avoir sur comment garder les médecins qui sont sur place. Pourquoi les médecins partent de l'hôpital ou du territoire? Quels sont les motifs qui font partir les médecins qui sont arrivés pleins d'énergie, pleins de motivation? Pourquoi ils partent? Malgré son attachement au territoire, le docteur Sabat réfléchit à un départ. L'augmentation du nombre de médecins passe aussi par la formation sur place. Mais en l'absence de CHU, seule la première année de médecine est possible à Cayenne. Jeune médecin guyanais, Loïc Léonceau a étudié à Amiens sous la houlette du docteur Belloni. Soucieux d'exercer au pays, il a fait son internat en Guyane. J'avais pas forcément des bons échos de l'internat anti-Guyane quand je partais d'Amiens, donc en 6e année. Et j'ai eu la chance de tomber sur de très bons médecins. Alors, j'ai eu 6 stages d'internat de 6 mois. Et à travers mon internat, j'ai pu apprendre la médecine générale dans tous ces recoins, aussi bien des stages hospitaliers qu'ambulatoires. Après le passage de sa thèse cette année, Loïc compte ouvrir son cabinet de généraliste sur le territoire. Un retour au pays assez rare parmi les étudiants guyanais. En partant en métropole, il s'expose entre guillemets à un autre style de vie, des relations avec des conjoints en métropole, un rythme de vie qu'il prend en métropole et qui ne veut pas retourner en Guyane. Il peut aussi adhérer à la vie en métropole, pourquoi pas. Et du coup, avec ce côté entre guillemets négatif de l'hôpital en Guyane, ça dissuade un peu de revenir. Alors après, moi, j'aime bien dire aux gens qui sont en métropole de venir voir en Guyane ce qui se passe un peu pour voir qu'ils aient leur propre idée et qu'ils puissent tirer leurs propres conclusions. Lors de ses études, Loïc Léonceau a bénéficié du dispositif Partir-Revenir, mis en place en 2013 par l'ex-région.
On le voit ici signer une convention. Objectif, accompagner les Guyanais étudiant la médecine dans l'Hexagone pour encourager leur retour. Financé par la région et l'Europe, ce dispositif n'a pas été reconduit par la CTG. Septembre 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins est en visite en Guyane. L'Agence régionale de santé annonce la mise en place d'un plan pour attirer les praticiens. L'ARS va s'engager avec ses partenaires, notamment la collectivité territoriale, bien sûr, dans un grand plan pour améliorer l'attractivité du territoire pour les professions médicales. Ça passe par la mise en œuvre de toute une batterie d'outils, par exemple notre participation auprès des internats, auprès des universités, auprès des salons qui ont pour vocation à promouvoir la Guyane. L'idée, c'est fondamentalement d'attirer des médecins, encore une fois, à la ville et à l'hôpital, et de le faire massivement. Un plan en cours de mise en œuvre. Autre piste, l'ordonnance de 2005 qui permet l'exercice en Guyane de médecins étrangers hors liste de l'Union européenne. Des élus de la CTG défendent la venue de médecins cubains. La ministre de la Santé se positionne contre une arrivée massive. Nous allons travailler avec l'Agence régionale de santé, avec les élus qui se mobilisent énormément sur ce sujet, pour voir dans quel cadre et comment nous allons accompagner la venue de médecins qui le souhaiteraient. Je ne suis pas très favorable à une venue massive de médecins dans le cadre d'un partenariat avec un gouvernement. Je pense qu'il faut que chaque praticien, d'abord, ait envie de s'engager sur le territoire guyanais, à titre individuel, et il faut qu'il soit évalué à titre individuel. L'inscription en Guyane de nouveaux médecins, français ou étrangers, relève du conseil départemental de l'Ordre des médecins. Il examine chaque candidature et fixe les conditions d'exercice, avec de possibles périodes probatoires sous tutorat d'un médecin senior. Sur près de 700 médecins exerçant en Guyane, 235 ont des diplômes obtenus à l'étranger. Alors, voilà notre dossier, Clara Debord, Catherine Léo. On l'a vu, le docteur Sabat, qui a donc monté ce service endocrinologie, diabétologie, qui était une avancée à l'hôpital de Cayenne. Si elle s'en va, puisqu'aujourd'hui elle est épuisée, elle pense s'en aller, peut-être. Alors, c'est le service qui est menacé dans ce cas-là, avec les conséquences que l'on peut deviner pour les patients qui sont pris en charge à cet endroit-là. Alors, visiblement, personne n'a vraiment réagi quand c'était dans les tuyaux un peu qu'elle pouvait partir, jusqu'à qu'elle ait saisi visiblement directement la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et là, apparemment, ça a bougé. Alors, Clara Debord, est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine inertie sur peut-être ce médecin-là et peut-être d'autres aussi? Vous voyez qu'il y en a qui sont quand même pas mal partis dans l'indifférence finalement. Votre reportage, il souligne effectivement l'innovation de tout ce qu'a fait Madame Sabat, et vraiment je tiens ici à moi aussi souligner le caractère extrêmement incroyable de ce que Madame Sabat a fait. Elle m'a écrit peu de temps après mon arrivée et j'ai prévu de la recevoir, mais elle dit, elle est très transparente en effet. Elle dit que ce qui compte, c'est faire venir des gens, mais c'est aussi les garder. Et que monter une filière quand on est tout seul, c'est bien au début. Il faut bien qu'il y ait des précurseurs. Mais très très vite, il faut que d'autres professionnels viennent les aider. En fait, une filière, ça ne peut pas reposer sur une seule personne, même hyper compétente, parce que cette personne, elle a le droit de se reposer. Donc notre travail, c'est faire venir des collègues et faire venir aussi des paramédicaux, comme elle a dit, des diététiciens, d'autres professionnels qui aident vraiment les médecins dans leur exercice professionnel. Là, en l'occurrence, étant donné l'ampleur de l'enjeu, 8% de la population guyanaise diabétique, est-ce qu'on n'a pas échoué à créer une équipe d'endocrinologues? C'est bien le travail que nous faisons et le partenariat avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui a été créé l'année dernière et qui doit encore pouvoir se développer dans son impact, doit nous aider à créer davantage de filières. Mais nous avons aussi ouvert, grâce à la ministre de la Santé, 15 postes d'assistants spécialistes. Et c'est une innovation vraiment de cette année. Donc en français facile, assistant... Assistant spécialiste, ça veut dire que ce sont des jeunes médecins qui ont fini leur internat, donc ce sont des vrais médecins, à qui on propose de financer 2 années supplémentaires pour approfondir leur formation, parce qu'il y en a qui aiment ça. Et sur ces 2 années, passeront 1 année en Guyane et 1 année dans un hôpital en métropole. Ils seront reconnus comme anciens assistants des hôpitaux, par exemple, de Paris. Et nous
nous proposons 15 postes, le but étant effectivement de renforcer la formation et la filière de recrutement de professionnels médicaux. Alors, l'an dernier, dans un autre dossier, l'année dernière, nous avions recensé 28 départs en 3 ans de médecins à l'hôpital de Cayenne, la plupart des titulaires. Certains services sont sinistrés, cardiologie, neurologie, pédiatrie. Comment stopper l'hémorragie? Oui, d'autant que, je me permets Laurent, parce qu'on a également eu le rapport de l'Ordre des médecins, je les cite, ils parlent de pans entiers et significatifs de l'offre de soins qui ne peuvent en aucune façon être offerts. Cardiologie, tu l'as dit, prise en charge des diabètes complexes, des malades atteints de cancer, insuffisance en eau réelle, en ophtalmologie, en chirurgie urologique, radiothérapeute, oncologue, détection tardive des cancers, enfin c'est un plan Marshall qu'il faut là. C'est clair. C'est vrai que le reportage le montre, montre les grandes difficultés, en tout cas que l'on rencontre sur ce territoire, avec la problématique de la pénurie médicale. Et c'est vrai que lorsque la pénurie est importante, de fait, l'offre de soins est réduite, puisque si nous n'avons pas les compétences médicales pour pouvoir offrir aux patients cette activité médicale, cette offre médicale, nous sommes confrontés à des surcharges d'activité des médecins généralistes, à des évacuations sanitaires. Qui coûtent très cher. C'est entre 5 et 6 millions d'euros. Alors, je vous donne juste un exemple. La chirurgie, vous avez parlé de la cardiologie interventionnelle, qui est une spécialité très importante, qui serait très importante en Guyane. Pourquoi ? Parce que vous connaissez le taux de mortalité dû aux maladies cardiovasculaires, d'accord ? Donc nous avons plus de 27% de décès à cause de ces maladies cardiovasculaires. Et donc, pour des interventions des interventions légères, dirais-je, nous sommes obligés d'évassaner les patients vers Poser les Antilles. Un pacemaker, par exemple. Poser un pacemaker, voilà. Mais c'est un exemple. Ma mère a subi cette intervention il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 15 jours. Elle est obligée de partir. Elle a dû partir sur la Martinique en Evasan SAMU, donc avec une équipe médicale qui coûte très cher. Donc la logistique coûte beaucoup plus cher que l'acte lui-même pour une intervention qui dure 15 minutes sous anesthésie locale. Je disais 5 à 6 millions d'euros par an en évacuation sanitaire et l'Ordre des médecins justement explique qu'en plus l'équipe devrait venir chercher le malade alors que c'est une équipe d'ici qui s'en va. Et ils soulèvent, pour eux c'est encore là une aberration de réaction peut-être Clara Debord. Il y a des habitudes effectivement partout en France d'Evasan où c'est l'équipe qui connaît le malade qui l'amène et qui le confie à quelqu'un d'autre et ensuite qui rentre. Et j'ai souvent remarqué que parfois, y compris pendant les ouragans, Irma, etc., on continue à avoir des habitudes comme ça qui fragilisent les équipes qui sont déjà fragiles. Donc en effet, ça c'est un travail plus général sur l'ensemble de la France, sur les habitudes en matière d'Evasan. Mais j'ai le plaisir bientôt de pouvoir ouvrir la filière de cardiologie interventionnelle au Char. Dans quelques semaines, on va pouvoir poser des stents, par exemple. C'est une annonce que vous nous faites là. Un plateau d'angioplastie complet qui va ouvrir au Char d'ici la fin du premier semestre. Donc angioplastie pour le grand public. Les stents, par exemple, les choses dans le cœur là qu'on met quand on a un accident cardiaque. Et ensuite, au fur et à mesure des habitudes, parce qu'il faut que les équipes s'entraînent, bien sûr, ça ne s'ouvre pas du jour au lendemain, mais dans quelques mois, on pourra commencer à poser des pacemakers en Guyane. Oui, on progresse en Guyane tous les jours. Et moi, j'ai tendance à remarquer que tous les points difficiles, et il y en a, et il faut les regarder en face et il faut surtout les traiter. Ils sont beaucoup relayés dans la population. C'est aussi une de mes surprises en arrivant en Guyane. Moi, je viens d'un territoire où la population disait plutôt du bien de son hôpital et quand il y avait des dégâts, on disait « Ah oui, mais ils sont occupés, etc. » Là, vraiment, c'est l'inverse. Tout ce qui marche bien, on n'en parle jamais. La Guyane, c'est un territoire dans lequel il y a, par exemple, une production scientifique de la part des professionnels de santé. On va en parler. Incroyable. On va en parler. Et donc, je crois que c'est aussi comme ça qu'on va attirer des professionnels de santé. Mais bon, on est journaliste, on n'est pas chargé de communication en même temps. Vous voyez, c'est sûr. C'est
c'est pas nous les plaquettes, c'est pas notre truc. Alors votre prédécesseur a annoncé en 2017, j'entends bien, mais bon voilà, votre prédécesseur a annoncé en 2017 un grand plan d'attractivité pour les médecins, hein, on l'a entendu, Jacques Cartiot. 1 an et demi plus tard, alors vous nous dites qu'il y a un service cardio, enfin une avancée interventionnelle qui va arriver. On n'a pas l'impression qu'il y ait eu de grandes avancées. Alors où est-ce qu'on en est concrètement de ce plan aujourd'hui? Quels effets pour la population, donc concrètement, population qui nous écoute aujourd'hui? Alors c'est un plan qui touche évidemment la santé, mais qui touche l'ensemble des services publics, hein, parce qu'on le sait là aussi quand on interroge les médecins qui veulent venir ou qui veulent rester, que les conditions de vie aussi sont très importantes. Il n'y a pas que le travail dans la vie, hein, il y a aussi comment est-ce qu'on fait garder ses enfants, est-ce qu'on peut avoir une cantine scolaire le midi pour eux, pour éviter de devoir rentrer à la maison faire à manger. Donc c'est un plan qui évidemment prend plusieurs années et qui demande les investissements de tous, des équipements scolaires, des transports collectif, c'est pas seulement au niveau du travail. Mais en effet, on a débloqué, et la sécurité sociale en particulier a débloqué des fonds très importants de type prime d'installation pour faciliter l'installation parce que ça demande des investissements des colossaux. Libéraux. Oui, tout à fait. Et je vais bientôt, dans quelques semaines, signer un arrêté permettant aux médecins des hôpitaux publics de percevoir la prime d'engagement dans la carrière hospitalière. Qui est de combien? Qui peut aller aux environs de 10 000 €. Hein, donc c'est quand même des, oui. En une fois. Oui, on va détailler ça exactement pour que les professionnels sachent dans quelles conditions obtenir cette prime, mais on va augmenter encore l'attractivité financière de l'exercice en Guyane. Combien de médecins libéraux installés avec une aide et de combien? Alors là, il y a une dizaine de médecins qui se sont installés en 2018, 8 médecins généralistes et 4 spécialistes qui ont touché de la part de la Sécurité sociale 25 000 € de prime d'installation. Ce sont les chiffres que la CGSS m'a transmis cette semaine. Ça, c'est du régime commun ou c'est propre ou c'est spécifique à la Guyane? Ce sont des primes d'installation dans des zones qu'on appelle sous-denses. Or, la Guyane est sous-dense. Il n'y a pas assez de densité, c'est ça que ça signifie. Très bien. Je voudrais quand même... Oui. Non, mais allez-y. Je voulais qu'on parle du centre territorial de la promotion de la santé. Non, mais je voudrais quand même revenir sur l'attractivité. Le problème de l'attractivité des professionnels de santé. Il est clair qu'il y a cette attractivité extra-hospitalière, mais quand un professionnel de santé vient en Guyane, il vient principalement pour son projet professionnel. Oui. Et donc, l'attractivité qui est importante pour ce professionnel, c'est bien sûr ce qu'il trouve dans l'établissement. Et je crois que nous avons tendance à noyer un peu le poisson en se disant la Guyane n'attire pas. Mais l'attractivité importante, c'est l'attractivité hospitalière. C'est-à-dire, quel est le poste que l'on va proposer à ce professionnel de santé, à ce médecin qui va venir? Quelle est l'organisation du service? Oui. Comment est constitué ce Tout à fait. Et justement, l'organisation des soins dans ce service. Sans vous interrompre, ce que vous dites est juste, j'abonde dans votre sens, ce n'est pas que l'environnement scolaire ou autre, c'est également l'ambiance au sein de l'établissement dans lequel on travaille. Et justement, au-delà de l'attractivité, il y a une question qui a été soulevée dans le reportage. Pourquoi ils partent, ces médecins, même quand ils se plaisent sur le territoire? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de gouvernance? Un problème de gouvernance, et nous l'avons dit lors d'un dossier qui a saisi un peu la population l'année dernière, la souffrance au travail des médecins. Moi, j'ai interrogé personnellement, et la plupart en off malheureusement, une quinzaine de praticiens de grande expérience qui manifestent une souffrance terrible à l'hôpital de Cayenne, en l'occurrence. Il y a véritablement eu un problème de gouvernance, en tout cas à mon sens. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Forcément, dans un bateau, il faut qu'il y ait un capitaine. Donc, dans tous les services de soins, il faut qu'il y ait un chef de service, il faut qu'il y ait, au niveau du pôle, un chef de pôle. Mais il faut savoir que dans le milieu hospitalier, il y a énormément de conflits. Il y a une tension, bien sûr, qui règne, et il y a énormément de conflits entre les équipes, entre les médecins eux-mêmes. Et donc, il est important que ce médecin qui arrive ait un service déjà modernisé, où les conditions de travail sont correctes, où les conditions d'accueil des patients sont correctes, mais il faut aussi qu'il y ait un travail d'équipe, parce qu'un médecin qui vient et qui se trouve en sous-effectif va vite burn-outer, va vite se fatiguer, et donc va s'épuiser. Il est important aussi que les effectifs donc, soient conséquents, parce que c'est un travail d'équipe. Le travail de soignant est un travail d'équipe. Il est important aussi qu'il y ait une communauté médicale qui soit solidaire
et qui soit motivé. Il faut qu'il y ait aussi une commission médicale dans Mais alors l'établissement. comment on fait, Catherine Léo? Parce que là, c'est des Mais annonces. écoutez, c'est autour- Il faut c'est qu'on autour- s'entende. Est-ce que la nomination de Mais Christophe c'est autour de Robert projet, c'est à la autour de tête- projet. Est-ce que la nomination de Christophe Robert à la tête du char est de nature à rendre l'hôpital de Cayenne, je ne sais pas, plus attractif et peut-être à un climat plus apaisé? L'idée, c'est bien de normaliser le fonctionnement de l'hôpital de Cayenne. Et en effet, vous soulevez une des questions à Ridley, à savoir la création ou la recréation d'un sentiment de communauté au sein de la communauté médicale. Le centre hospitalier de Cayenne, c'est un hôpital dans lequel les pôles, ce qu'on appelle les pôles, sont très importants, vous l'avez dit, ne fonctionnent pas vraiment comme des pôles. C'est-à-dire avec un chef de pôle, un cadre supérieur de santé de pôle. Donc c'est la mission de Christophe Robert. Oui, un contrat de pôle avec un intéressement aussi, c'est-à-dire les pôles qui marchent bien, ils doivent aussi pouvoir obtenir des choses en plus, d'infirmières supplémentaires, des moyens, etc. Et il y en a beaucoup qui ont dysfonctionné. Et en fait, il n'y a pas de contractualisation de pôle à Cayenne. C'est un des derniers hôpitaux à pas avoir de contractualisation de pôle. Ça veut dire Ça veut dire intéresser, si vous voulez, les différents chefs pour qu'ils se mobilisent autour de projets. Voilà. Parce que ce sont les projets médico-soignants qui font la motivation dans les hôpitaux. Alors parlons de la responsabilité pure et simple de la CTG aussi, parce que la collectivité territoriale de Guyane, la loi impose la création d'un centre territorial de promotion de la santé qui participe aussi à l'attractivité, une sorte de centre pour qu'elle agir de votre côté. C'est presque le pendant de l'ARS avec peut-être moins de moyens évidemment de votre côté. Alors il n'est pas encore créé, alors que la loi l'impose. Le Conseil national de l'ordre des médecins avait exhorté en 2017 que la CTG le crée. Toujours rien, on s'interroge. Alors permettez-moi de répondre en disant, même au Conseil de l'ordre, que le CTPS, donc le Centre territorial de promotion de la santé, qui est un organisme public qui doit être mis en place par la collectivité territoriale, a un ancêtre qui s'appelle le CRPS, le Centre régional de promotion de la santé. Et donc, je suis surprise qu'aujourd'hui, il y ait des émulations autour dont on n'a pas tellement entendu parler. Ouais, voilà, et donc je rappelle que ce n'est pas le Conseil de l'ordre qui a mis sur le tapis le CTPS, mais c'est notre équipe en arrivant. Mais c'est ce qu'ils disent en fait. Notre équipe en arrivant a décidé de mettre en place cet organisme. Ils disent que ça a été mis sur le tapis, mais ça n'est pas créé. Cet organisme est important parce que c'est contrairement à sa dénomination, ce n'est pas un centre de promotion de la santé, mais c'est un centre d'évaluation des politiques publiques sanitaires. Alors c'est vrai que c'est un peu le pendant de la CTG, c'est le bras armé santé de la CTG. En quelques mots, on en est où? Comment? On en est où? Nous avons travaillé, nous avons chargé un agent territorial pour qu'il exerce cette mission, qui mette en place cette préfiguration, on va dire, du CTPS. C'est fait. C'est un agent qui a très bien travaillé. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir à la constitution d'une équipe d'administratifs, puisqu'il faut qu'il y ait une équipe qui puisse enregistrer les dossiers, puisse traiter les dossiers. Il faudra mettre en place un conseil d'administration. Alors, ce conseil d'administration, il y a une préfiguration déjà qui est proposée par les textes, et donc qui est multidisciplinaire. L'objectif, une création quand? Et nous devons nous appuyer aussi sur une équipe d'experts. Parce que là aussi, il s'agit aussi d'évaluer des politiques publiques sanitaires, et pour ce faire, il nous faut des experts. Alors, nous avons prévu de la mettre en place là à la fin premier trimestre, début deuxième trimestre. Là, pour l'instant, c'est l'équipe d'administratifs que nous sommes en train de constituer. Alors, Clara Debord, on voit qu'il y a un peu un serpent de mer depuis presque une vingtaine d'années en Guyane, c'est la création d'un CHU. Alors, pour que les gens comprennent bien, centre hospitalier universitaire, derrière un CHU, il y a donc de nombreux praticiens qui à la fois font du soin et de la formation, et donc c'est finalement la formation de médecins sur place. Et on trouverait un vivier donc de médecins pour rester en Guyane, et d'autres qui viendraient se former en Guyane. Alors, la Martinique a un CHU depuis les années 70, la Guadeloupe depuis 1986. Dans 10 ans, il y aura plus de Guyanais que de Martiniquais. Est-ce qu'on peut avoir une Guyane viable sans CHU dans 10 ans? Et c'est maintenant que ça se prépare. Alors moi, mon sujet, ça n'est pas de créer un hôpital avec une étiquette. Un hôpital qui aurait une étiquette X, Y ou Z, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un hôpital qui fonctionne et qui progresse, qui se développe, dont la biologie fonctionne, l'imagerie fonctionne,
que l'hygiène fonctionne, que tout ça, ça fonctionne et que ça se développe. Parce que c'est comme ça qu'on va aussi attirer des professionnels de santé. On a des équipements biomédicaux assez incroyables en Guyane. On est très très bien équipés. C'est plutôt les professionnels de santé qui nous manquent. Mais l'équipement, il est là, il progresse. La recherche, elle est là, elle progresse. Moi, je ne pense pas qu'il faille faire le grand saut en avant, la fuite en avant en disant plus tard, ça sera mieux. Oui, mais un plan pluriannuel pour aller vers. Aujourd'hui que les choses m'intéressent. Je tiens à ce que l'hôpital de Cayenne, comme le Choc d'ailleurs pour d'autres raisons, se sécurise au plan financier pour pouvoir faire les investissements dont il a besoin pour la population guyanaise. Mais ce n'est pas l'étiquette qui m'intéresse. Moi, c'est la réponse aux besoins de la population. La population, elle a besoin, on l'a dit, de cardiologie interventionnelle. Elle a besoin d'une filière diabéto qui fonctionne. Elle a besoin, comme ça, de filières de cancéro, par exemple, qui doit progresser. Maintenant, on ne va pas créer un service de brûlés à Cayenne. Il n'y a pas assez de brûlés en Guyane, heureusement, pour faire un service de brûlés. Donc, et la recherche médicale sur les thèmes amazoniens. Il y a 5 praticiens hospitaliers universitaires à Cayenne qui font des productions scientifiques. Oui, mais alors, est-ce que l'ambition, ça ne serait pas doubler, tripler ce chiffre et on aurait un embryon de CHU? L'ambition, c'est de faire de la recherche et de la valoriser. Tout à fait. Et nous avons des professionnels en créant des postes de praticiens hospitaliers universitaires, en faisant venir des PUPH, en permettant à des médecins PH de devenir PUPH, comme Madame Sabat par exemple, qui pourrait devenir PUPH. Vous lui proposez ce soir sur ce plateau un poste? Il faut que Madame Sabat publie, donc il faut publier dans les revues scientifiques et internationales. Donc il faut qu'on l'aide à trouver du temps pour pouvoir publier, pour pouvoir être reconnue comme PUPH. Et moi, c'est ça mon ambition, c'est que Madame Sabat devienne PUPH. Et d'autres, parce qu'on ne va pas focaliser sur elle. Bien sûr, mais c'est un par un qu'on va gagner. C'est pas en disant dans 20 ans on fera un truc formidable. Non, c'est maintenant qu'il faut travailler. Mais je rappelle que l'Ordre des médecins appelle à ce qu'il y ait quand même un CHU en Guyane. Moi, je pense que c'est aujourd'hui qu'il va falloir qu'on commence à réfléchir, qu'on commence à travailler, même pas à réfléchir, parce que ça fait des années que nous réfléchissons, que l'on commence à se projeter sur la transformation de cet hôpital qui est véritablement vétuste. Alors, je ne vais pas cracher sur l'hôpital de Cayenne parce que le premier malade de Guyane, c'est l'hôpital de Cayenne. Et donc, sur un malade, on ne martyrise pas un malade, on ne détruit pas un malade. Bien au contraire, on le soigne. Ouais. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il va falloir commencer à travailler. J'attends justement la mise en place de ce centre territorial de promotion de la santé qui devra justement travailler sur des dossiers importants. Et je pense que le CHU, le centre hospitalier universitaire, sera un des thèmes de réflexion du centre territorial de promotion de la santé, parce qu'à un certain moment, il faut développer tous ces services de soins. Nous soignons un CHU, il fait quoi? Il soigne. Comme un hôpital, il soigne, mais avec des spécialités. Tôt ou tard, il va falloir que l'on commence à réfléchir au développement de ces services de soins spécialisés pour que le Guyanais puisse avoir sur place de la chair en 20 secondes, la CTG a laissé tomber le plan partir-revenir monté par la région Guyane qui a fonctionné de 2013 à 2015 à peu près, pour accompagner donc des étudiants guyanais qui étaient dans l'Hexagone afin de les aider à revenir faire leur stage en internat. Il y a eu une initiative personnelle du docteur Belloni et de sa compagne, notamment sur alors ça c'était encore autre chose. Ouais. Un homme seul, Roland Belloni, qui a même participé à la formation d'étudiants guyanais à Amiens. Le docteur Belloni. Mais vous, concrètement, que faites-vous pour aider justement ces jeunes étudiants guyanais, en quelques mots, parce que l'émission touche à sa fin, il faut savoir pour continuer tel dispositif qui finalement n'a pas perduré? Alors, je rappelle que le dispositif Partir-Revenir, qui avait été mis en place par le Conseil régional, était adossé à un programme de fonds européens, donc le POFSE. 2007-2013 de mémoire. Et ce projet, ce dispositif a pris fin, bien sûr, avec la fin de... Il y a toujours des financements européens, le FSE existe encore. Ce sera le mot de la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas renouvelé. Alors, moi, je suis arrivé en 2016, ce dispositif n'existait plus. J'ai demandé quand même une évaluation pour voir si on le remettait en place. Mais par contre, il faut savoir que nous travaillons aujourd'hui à un nouveau dispositif d'accompagnement, parce que ce n'est pas le tout de financer, Très rapidement, parce qu'on touche vraiment... Dans combien de temps ce nouveau dispositif il est en cours, nous l'avons passé en assemblée plénière. C'est un dispositif avec la CEST, qui est une filière du CNAM, et qui va permettre l'accompagnement
également de l'étudiant des étudiants. sur tout son parcours. Très bien. Son parcours, parce que ce n'est pas le tout de financer, Catherine Léo, merci. mais il faut accompagner également le projet de formation des jeunes. Merci beaucoup, L'hôpital de Catherine Cayenne Léo. se développe tous les jours. Je ne voudrais pas que nos auditeurs pensent que l'hôpital de Cayenne dort sur ses problèmes. Avec bientôt la construction d'un centre de recherche. Un centre de recherche, oui. la chirurgie ambulatoire qui a ouvert la C'est semaine capital. dernière, la cardiologie Voilà. Et interventionnelle. bientôt, on formation. pourra poser des pacemakers. Nous ne sommes pas bien chargés sûr. de com, des journalistes Non, mais à charge et à décharge. vous voyez. Exactement. Madame, merci. On va, non, merci. On déborde vraiment de plusieurs Si, minutes. on reste. Clara Debord, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'Agence régionale de santé. Catherine Léo, 5e vice-présidente et cadre supérieur de santé au choc. Mais vous reviendrez avec plaisir, j'en suis dès demain. sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Laurent Marot, merci. À très bientôt pour un nouveau numéro des dossiers de l'info. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.